Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Vous nous suivez de partout, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Une émission spéciale avec un invité spécial. Peut-être vous posez des questions de qui il s'agit. Nous recevons pour vous le député national André Tamboué. Il est du PPRD et il est élu dans la province du Sankuru. Avec lui, nous allons justement évoquer toutes les questions liées à la situation religieuse, politique, sécuritaire, sociale, mais aussi à la question électorale dans notre pays. Comme vous le savez, 2023, c'est à quelques pas. Honorable Ntamboué, bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Merci de me faire confiance pour me faire partager avec vous les quelques sujets d'actualité. Honorable, à bâton rompu, pendant 45 minutes, nous sommes ensemble. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos préoccupations? Je n'ai pas de questions taboues, j'ai le devoir de redevabilité en tant que personne politique. Merci beaucoup, honorable. On démarre avec l'arrivée du pape François en RDC. Le pape François, le souverain pontife, est attendu du 2 au 5 juillet en RDC. D'abord, est-ce que le pape François est le bienvenu en RDC? Tout à fait. Je pense que son éminence a, je dirais, sa sainteté a raison de faire une visite dans ce pays martyr, une population qui a, je crois que 60% de son ensemble confesse le catholicisme. Et donc, il y a une raison à la fois religieuse et une raison humanitaire que le pape puisse nous rendre visite. Sa visite sera une visite de réconfort pour les nombreuses communautés meurtries dans ce pays. C'est une visite également d'encouragement pour la foi catholique, aujourd'hui malmenée à travers les cultes que nous appelons habituellement les églisettes de ça et là, et qui prennent de l'ampleur. Et c'est aussi une façon pour lui d'accorder un crédit à ce que les médias internationaux surtout omettent de dire sur le calvaire de la population congolaise. Honorable André Tamboué, je rappelle aux téléspectateurs que notre invité de ce jour est député national du PPRD. Il est chrétien, fervent catholique, mais aussi issu du petit séminaire dans la province du Sankuru. Alors, honorable, dites-nous, en quoi est-ce que l'avènement du pape François est bénéfique d'abord au peuple congolais sur le plan spirituel, on peut dire politique, mais aussi sécuritaire, pourquoi pas même évoquer socialement. On commence avec l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, le pape nous amène des bénédictions. Il est l'héritier du trône de Jésus sur terre. Il nous amène des bénédictions et par conséquent, nous qui cherchons la voie du salut, nous trouvons ici l'occasion d'avoir et la bénédiction et la prédication de celui qui est l'envoyé ou l'héritier de Saint-Pierre. Sur le plan politique et social, le pape vient visiter un peuple dont la démocratie est à rechercher, est à reconstruire. Et un peuple dont le social s'amenuise du jour au lendemain. C'est un peuple misérable. Le pape, c'est celui qui est toujours, depuis qu'il est là, à côté des peuples en difficulté. Et notre population, sur tous les plans sociaux, est en difficulté. Donc sa visite vient nous réconforter, nous donner la foi au salut que nous attendons, nous donner
la foi au bonheur que les béatitudes nous réservent, à nous donner également la foi à ce que plus nous allons croire au Christ, plus nous trouverons des ressources nécessaires pour améliorer notre situation sociale. Et sur le plan sécuritaire, c'est une façon de dire, là où le monde ne veut pas arriver pour dire ce qui ne va pas, j'y vais, je vais palper du doigt parce que ce sont les créatures divines qui sont là et qui, du jour au lendemain, subissent les affres d'une guerre injuste, d'une insécurité montée par les firmes et entretenue par les grandes communautés internationales. Et en conséquence, lui qui est une personnalité d'aura internationale, sa voix pourra être un écho favorable à ce que soit nous attire la sympathie de toute l'humanité sur le sort du Congolais, notamment à l'Est et au centre pour la misère. Honorable André Tamboué, peut-on aussi dire que l'arrivée du pape François, c'était un pari gagné pour le régime actuel? Non, arrêtons de traficoter les choses. Faut pas faire du mélange. Le régime actuel n'a rien de sainteté, de sympathie. Et par conséquent, le régime actuel n'est pas celui pour lequel la visite devient inactif. Pourquoi dites-vous cela? Non, parce que mais vous avez vu, c'est sous ce régime qu'on a constaté les pires atrocités commises contre l'Église catholique. D'ailleurs, le pape vient seulement avertir les politiques que non. Ici, dans ce pays, on se joue, on banalise, on bafoue même la sainteté. Attention, la malédiction de Dieu, il ne faut pas la trouver prochaine. Elle peut être imminente si vous continuez dans cette voie. Et donc, la visite du pape n'a rien à voir avec le régime en place, n'a rien à voir avec le pouvoir. Au contraire, le pouvoir doit être malaisé parce que quand le prélat vient, c'est pour dénoncer ce qui ne va pas et ce qui a comme détruit en quelque sorte la foi de nombreux Congolais. Avant d'aborder d'autres chapitres, vous avez dit que le pape François arrive également pour avertir les régimes par rapport aux atrocités, mais aussi par rapport à la situation, au traitement de l'Église vis-à-vis du pouvoir en place. Mais s'il faut rappeler peut-être ce qu'a vécu le CLC avant les élections, est-ce que c'était toujours le fruit du pouvoir en place ou c'était lorsque vous étiez au pouvoir? Oui, évidemment, mais parce que lorsque nous étions au pouvoir, nous avons commis des exactions. Okay. Effectivement, et nous avons payé cash, nous avons échoué aux élections présidentielles. Et c'est pour ça que pour nous qui avions organisé les élections, il était logique que nous acceptions l'alternance pacifique. Mais le comble, c'est quoi? Nous pensons avoir eu un changement avec le changement d'individus à la tête du pays, et pourtant, les changements substantiels, institutionnels, comportementaux ne s'en est pas suivi et les politiques ont continué à reproduire, et cette fois-ci avec une vitesse de croisière, les méfaits du régime passé, les méfaits qu'ils ont décriés lorsque eux-mêmes étaient dans l'opposition, et ils les ont commis pire. Parce qu'à l'époque, il n'y a jamais eu d'assassinat de prêtres en plein culte. Aujourd'hui, nous avons des attaques de fidèles en plein culte. Les églises sont attaquées. À l'époque, c'était à l'occasion de marches et machin qu'on pouvait trouver quelques égarements des individus, des inciviques. Aujourd'hui, c'est institutionnalisé. Vous avez vu ce qui s'est passé en Bujimaï, vous avez vu ce qui s'est passé ici à Kinshasa, vous avez vu ce qui s'est passé à Beni, à Bunia, et ainsi de suite. Donc, ça devient comme une exposition de l'Église face à la criminalité. Et ça, c'est institutionnalisé. Honorable André Tamboué, on va évoquer la situation politique du pays pour ne pas s'attarder sur l'arrivée du pape François. Mais bien avant cela, je voulais vous poser cette question qui vous concerne, vous, Honorable André Tamboué. Pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, vous demeurez loyal à Joseph Kabila alors que d'autres sont partis, d'autres ont traversé les camps? Je peux vous dire avec la main dans le cœur que dans le microcosme politique congolais actuel, aucune figure emblématique ne vaut plus que Kabila pour tout Congolais, jeune Congolais conscient. C'est pas de la flatterie, ça. Ça n'a rien à voir. Je vous dis que Kabila sait là où il vit, que ces garçons-là, il ne les connaît pas. Comment ça? Oui, il sait qu'effectivement, je me suis servi de sa
couleur politique, non pas parce qu'il est une personne, mais parce qu'il est un personnage pour l'histoire de ce pays. Pour se faire élire. Oui. Comment expliquer? Pourquoi? Même c'est ça l'idéologie que j'ai adoptée. Son idéologie, la social-démocratie, c'est ce que moi j'ai adopté. Le patriotisme rénovateur, c'est ce que moi j'ai adopté. Il faut me dire, pour la petite histoire, moi, si j'ai la vie sauve, c'est à cause de Kabila. Son discours du 26 janvier 2001. J'étais au petit séminaire, nous étions entre les mains de rebelles, nous étions assassinés chaque jour et en série. C'est le jour où lui, il accède au pouvoir, il y prononce le vœu de pouvoir réconcilier tous les Congolais et son ouverture au dialogue. C'est ce qui a fait cesser le recrutement d'enfants soldats chez nous au Sankuru, et c'est ce qui nous a fait échapper à la mort imminente, là où nous étions au fond, à la savane de Mongolema. Pour les gens qui le savent, c'est à une quarantaine de kilomètres de Lodja. Et c'est là que moi j'ai vécu, je vivais de la cueillette pendant 2 semaines en forêt. Et c'est le jour où lui prononce le discours, et que les rebelles qui nous occupaient, qui campaient dans les établissements où nous étions en train d'étudier à l'internat, ils ont accédé à la possibilité de nous laisser nos auditoires pour étudier, poursuivre la vie, et de lâcher ceux parmi nous qui voulaient recruter comme soldats. Et c'est ce qui nous a donné la vie. Et pour ça, les gens qui n'ont pas vécu, qui vivent ici à Kinshasa, n'en savent rien. Mais nous savons ce que la réunification que Kabila a occasionné nous a donné comme grâce. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et pour ça, j'ai adopté l'idéologie politique qu'il porte. C'est lui qui s'est battu. Il a été appelé Rwandais, mais il n'a jamais fait atterrir Air Rwanda ici. Aujourd'hui, Rwandais atterri et on vient même en faire même une sanction. Celui qui a été appelé Rwandais, il n'a jamais appelé Kagame ami et frère, mais ceux qui l'ont injurié Rwandais, il l'appelle ami et frère. Et donc, tout ce qu'on n'a pas connu sous Kabila comme faveur au Rwanda, on l'a vu, Kagame piétiner Goma à marche à pied, être acclamé au stade des Martyrs ici, et tout ça me rappelle que oui, on avait mal imputé ce garçon, ce papa, c'est fondateur de l'État démocratique congolais. C'est pour ça que je le soutiens et que je reste avec lui. Malgré la misère qu'il y a dans le camp, moi je préfère être du côté des idéaux qui font avancer la patrie que du côté des gens qui poursuivent les positionnements politiques. Honorable Ntamboulé, voulez-vous nous dire que sur ces plateaux, Joseph Kabila, avec lui, vous n'avez jamais échangé physiquement comme ça, comme non. Nous sommes sur le plateau ici? Non. Vous vous êtes fait élire par sa couleur, par Exactement. son idéologie. Exactement. Mais j'ai aucun entretien, aucun échange avec Kabila, moi. Aucun. Mais c'est quelqu'un que je porte. Je pense que, je l'ai très bien dit, dans la scène politique congolaise, aujourd'hui, à part Kabila, je ne vois personne. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, dans cette émission, nous ne recevons pas seulement les opposants, comme certains nous attribuent cette couleur-là. Le plateau est ouvert et disponible pour tout celui qui veut parler de la situation de notre pays en général. Donc vous êtes les bienvenus. Ne nous attribuez pas de couleur politique tout qu'on sort. Nous faisons notre travail. Et aujourd'hui, nous sommes un opposant sur le plateau. Demain, on pourra avoir celui du pouvoir par rapport à votre disponibilité. La porte n'est pas du tout fermée. Honorable Ntamboulé, je reviens à vous. Le FCC Front commun pour le Congo était en avant-plan aux assises de Lubumbashi. On a vu même votre autorité morale, Joseph Kabila, serrer les mains avec Moïse Katumbi. Ces assises étaient clôturées, mais aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple congolais peut comprendre, peuvent espérer de ces assises? Certains disent déjà qu'il y a une alliance en perspective, il y a des plateformes qui vont se faire, mais qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir, les Congolais, dirais-je, peuvent retenir ou peuvent espérer de ces assises? Non, je vais d'abord corriger, il n'y avait rien du FCC à Lubumbashi. Dans les assises, c'était un forum purement traditionnel des communautés qui se sentent désunies pendant un temps et qui veulent se réconcilier entre elles-mêmes. Donc ça n'a rien à voir avec les plateformes politiques. Mais par contre, ce qui est gênant, c'est quand on constate qu'à Kinshasa, les gens d'un parti politique ou d'une famille politique qu'on appelle Union Salée ou Salité Sacrée, c'est pas quoi, et c'est gêné du fait que les Congolais se réconcilient ou les Congolais plaident pour l'unité entre eux. Ça, c'est grave. Moi, j'encourage que les Congolais se mettent d'accord,
que non, il y a 2-3 d'entre nous qui n'arrivent plus à s'unir, mais s'unir sur le plan sociologique, ça n'a rien à voir avec les calculs politiques. Que le calcul politique soit déductible, c'est une chose, mais l'importance, c'est que les Congolais qui se regardaient jadis en chair de faïence puissent se saluer, manger et surtout partager des idées constructives pour ces pays. Imaginez-vous combien les pays perdent dans la diversion des divisions. Les pays perdent. Il y a beaucoup de Congolais pleins de talents, épris de compétences, mais qui, à cause des mésententes et des antipathies inutiles, n'arrivent pas à mettre en symbiose leurs idées pour construire la patrie. La patrie est en danger maintenant. Il y a des gens qui veulent davantage casser l'élan national ou nationaliste pour construire des communautés. Quand le président de la République est allé en Bujimaï, vous avez entendu ce qu'il avait dit. Mais ça, c'est grave pour celui qui est le symbole de l'unité nationale. Et c'est pour répondre que non, parce que le président de la République peut peut-être avoir commis une mégarde dans son expression, c'est une personne. Alors, mais nous, les Congolais, nous comprenons que nous devons nous unir. Et chaque communauté, parce qu'on ne peut pas organiser un forum national d'emblée comme ça, parce qu'on n'a pas le pouvoir institué, alors les Congolais s'organisent, et c'est pas là, sous la bénédiction d'un prélat, c'est-à-dire un chef spirituel regarde et trouve qu'il y a une partie du pays qui est préjudiciée à cause des désaccords entre les originaires, entre le natif, entre le leader et les notables de ces communautés, et dit, bon, quoi de mieux à faire, c'est de les unir, de les appeler au pardon. Parce que le Christ nous a amené le message, l'évangile du pardon. Et c'est le pardon qui forge l'unité. Et ça qu'on a vécu à Lubumbashi, au Katanga. Donc les 4 provinces issues de l'ancienne grande Katanga se sont réunis, les leaders notables se sont réunis, disent non, nous devons être unis parce que nous devons participer à l'essor de cette partie de la République. Et ça a encouragé. Ce qu'il ne faut pas encourager, c'est quand on interprète ça à Kinshasa comme étant un bouc émissaire politique, un arrangement politique. Oh non, l'arrangement politique, il ne faut pas craindre parce que vous échouez sur le plan social, alors vous craignez tout ce que les citoyens peuvent prendre comme initiative et qui soit dans le sens de construire le pays. Non, il faut laisser les autres construire lorsque vous avez prétendu construire et vous n'avez fait que détruire. Surtout l'unité, on n'a fait que détruire depuis 3 ans. Mais honorable Tamboué, parlons-en, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous prenez d'une manière négative ce qui s'est dit ici à Kinshasa en rapport avec ces assises, mais on connaît aussi comment fonctionne la politique, allais-je dire, dans notre pays. Et quand on se souvient, souvent, vous, les acteurs politiques, vous profitez de cette volonté des prélats pour s'en abuser. Et hormis l'aspect sociologique, communautaire de ces assises, quand on voit déjà Moïse Katumbi, Joseph Kabila, des personnes qui ne se parlaient plus, qui ne se côtoyaient plus, et puis, vu leur notoriété, se réunir aujourd'hui, se serrer les mains, et on voit aujourd'hui leurs affidés, leurs disciples qui annoncent ces alliances. Est-ce que c'est là, on peut dire, comme disent les Quinois, sans moto, c'est là où les bas blessent. Non, mais c'est encore là où vous tombez dans l'exégèse inutile. Pourquoi une accolade peut donner lieu à des spéculations? S'il faut qu'il y ait une alliance politique, il ne faut pas la coller à la messe de Lubumbashi. Il faut plutôt la coller au fait que le pouvoir à Kinshasa dérive. Et à conséquence, il faut trouver des alternatives. C'est ça. Il ne faut pas faire du mélange. Ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est un acte sociologique et sociétal. Mais ce qui doit se passer dans l'avenir, c'est des réponses politiques à une dérive politique. Alors une alliance est en perspective? Non, je ne dis pas qu'une alliance est en perspective. J'ai dit une alliance est toujours possible lorsque celle-ci a pour mission de sauver la nation de la dérive actuelle. Honorable Tamboué, on va parler à présent processus électoral parce que nous y sommes déjà. En évoquant tout ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure, on parle déjà élection 2023, c'est à quelques pas. Mais aujourd'hui, les parlements congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat, vous qui êtes du FCC, vous avez pleinement séché les plénières
à cause de la loi électorale qui se retrouve déjà à la commission PAJ du Sénat. Vous ne voulez pas de cette loi électorale, mais comment comptez-vous s'y prendre? Non, on ne veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas de la loi électorale, non. Nous ne voulons pas qu'on examine une loi électorale taillée sur mesure lorsque tous les fondements d'un processus crédible sont déjà biaisés. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle et l'entrée et la sortie de Kalouba. Qui en parle? Mais parlez-en. Ça, c'est le plateau d'une église au milieu du village. Parlez-en, décriez. À l'époque de Kabila, on a vu de tout bords comme un discours. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est ignominieux. Comment on peut expliquer ça? Regardez ce qui s'est fait avec Kadima et ce qui s'est fait avec Rossa Malonda. L'église a marché contre Rossa Malonda. Et la même chose s'est reproduite pour Kadima. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsqu'il s'agit d'un frère au président de la République, on l'impose et on fait taire tout le monde. C'est la même chose lorsque le chef de l'État devait recevoir le serment de Kalouba et d'autres. Lorsque Kadima devrait être installé à la CENI, toutes les conditions, dans les conditions similaires, les réactions divergentes du président de la République. Mais ça, c'est grave. Et quel processus électoral on attend à voir? C'est un processus complètement biaisé. Mais vous parlez de la loi électorale. Les initiateurs ont séché eux-mêmes l'examen de cette proposition de loi. Pourquoi? Le G14. Le G13 a refusé de participer aux travaux parce qu'on leur a dépossédé même de l'initiative. Et en fait, c'est une caste assise quelque part et qui est en train de fabriquer, de réécrire complètement une loi taillée sur mesure. C'est pour quel résultat? Les gens qui disaient, lorsqu'ils étaient en l'opposition, nous voulons des élections transparentes, compromettre la transparence. Nous avons besoin des élections crédibles, compromettre le processus crédible. Tous les facteurs de crédibilisation du processus sont anéantis aux yeux et au su de tout le monde. Mais personne ne veut en parler. Et nous, le FCC, nous avons subi la sanction populaire du peuple congolais pour avoir mal fait les choses. Aujourd'hui, nous devons prendre en profit la correction du peuple congolais, la sanction du peuple congolais, et nous devons dénoncer et renoncer à tout ce qui va dans ce sens. C'est pour cette raison que nous avons dit non, un processus biaisé, nous ne pouvons pas vous accompagner. Fabriquez-vous des élections. À ce moment-là, le monde va voir et le peuple congolais ne sera pas prêt à laisser faire. Il a vu les conditions dans lesquelles l'actuel pouvait arriver au pouvoir, les conditions dans lesquelles, par coup d'État institutionnel, en bafouant toutes les règles de ce pays, commençant par la loi fondamentale, la Constitution, on a eu une majorité, on a eu des choses. Regardez comment la loi a été votée. La loi question à l'Assemblée nationale. À 0 heure, pas 50 personnes ou une vingtaine de personnes, mais on vous dit 415 de votants. Et les députés de l'opposition et les députés de la majorité ont séché la plénière, ont fui parce qu'il y avait ce qu'on appelait des dictats cavaliers qui étaient donnés au téléphone. Il y faut, il y faut, il y faut. Et pour ça, nous devons continuer à poursuivre. Nous entendons, nous savons que le Sénat, c'est une chambre de sagesse. Si elle va user de cette sagesse pour barrer la route à cette dérive qui ne dit plus son nom, qui ne se cache plus, nous allons saluer, même si nous connaissons que nous avons un bicaméralisme asymétrique au profit de la Chambre basse, et par conséquent, la commission mixte peut ne pas être aussi avantageuse pour la population, mais nous avons toutes les voies légales, nous donner par notre constitution pour nous battre. Nous allons nous faire attendre. Quoi qu'il en coûte, nous irons du côté du peuple. Nous ne pouvons plus, après avoir été sanctionnés par le peuple, nous avons échoué à la présidentielle parce que nous n'avons pas écouté le peuple congolais. Aujourd'hui, nous devons l'écouter. Nous ne pouvons plus avoir des députés nommés, des présidents nommés, des sénateurs nommés. Ça, c'est ce que l'UDPS était en train de marcher chaque jour ici. On a nommé. Les mêmes députés qui ont été dit, Boma députés, Tika policiers, les mêmes aujourd'hui, ils ont tous traversé, ils sont devenus bons, ils sont devenus beaux, ils sont devenus des anges. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, faites ceci, faites cela, faites la nuit. Ce n'est plus les mots d'ordre de Kingakat, aujourd'hui on va dire les mots d'ordre d'Engaliema. Et que c'est normal que nous ayons un changement, une alternance dite pacifique, mais qui aboutit à une dérive et à une destruction législative de ces pays. On comprend votre état honorable, mais aujourd'hui,
on ne va pas laisser le pays mourir. Selon vous, c'est quoi la voie palliative par rapport au processus électoral que tout le monde souhaite crédible, transparente et apaisée? La voie palliative, c'est le retour à la légalité. Le chef de l'État est le garant du respect de la Constitution. Mais rendez-vous aussi compte du temps qui nous reste? Non, les pommes de temps, vous connaissez, en 2011, Ngoï Mulunda a été placé à la tête de la centrale électorale. La même année, il a organisé les élections, il a fait l'enrôlement et tout a eu lieu dans le délai constitutionnel. Donc, les problèmes de volonté, nous avons des jurisprudences. C'est la volonté politique qui manque. Nous avons organisé des élections sur fonds propres et nous avons eu un opposant président. Aujourd'hui, l'opposant est devenu au pouvoir, il laisse la Sénat en train de chercher de l'argent là-bas, mais on nous fait chanter l'augmentation des recettes au pays. Est-ce que vous comprenez que nous assistons à quelque chose d'inédit dans cette histoire de la République? Kabila, sans dette, il laisse les pays avec au moins une caisse, à moins $1 milliard. Il y part, il organise des élections sur fonds propres. Les nouveaux qui arrivent, on nous dit les réserves en devises augmentent à 3 milliards. Mais le président de la CENI dit qu'il n'y a pas d'argent. Ce même président nous avons dit qu'il n'est pas sérieux. Celui qui nous a dit qu'il n'est pas sérieux, c'est le ministre des Finances, qui est de l'UDPS, même parti que le président de la CENI. Ils sont tous de l'UDPS, les gens du président, du président. Ils sont tous les gens du président de la République. Je l'affirme, ils sont tous de l'UDPS. Ils sont tous de l'UDPS. Ok? Ils sont tous de l'UDPS, mais ils s'accusent du sérieux. Kadima dit, le ministre des Finances n'est pas sérieux, et le ministre des Finances dit, c'est Kadima qui n'est pas sérieux. Il surfacture. Alors, imaginez-vous déjà, sur des marchés de véhicules, on constate l'irresponsabilité à ce niveau. Et que dire de la suite? Et vous avez entendu les gens là qui sont envoyés sous les arbres et qui criaient à longueur de journée, à qui on a donné des micros ça et là et des caméras. Comme ceux qui nous disent, les résultats seront proclamés, et ce n'est pas Henri, à Chilouba. Et c'est grave. Honorable, vous êtes l'émanation de la population. À quelques jours de la clôture de la session de mars, vous comptez laisser la situation telle qu'elle est sur les questions électorales? Nous ne comptons pas laisser la situation telle qu'elle est. Le bloc patriotique a été formé uniquement pour barrer la route à toute dérive. La question électorale est fondamentale et existentielle pour cette République. Que l'on ne s'arroge pas le pouvoir de croire que quand on contrôle tout, on a le pouvoir de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population congolaise est devenue de plus en plus mature. Elle va prendre son compte, elle va rendre des comptes. Et à ce moment-là, ils vont barrer la route à toute tendance à vouloir gâcher l'harmonie démocratique que nous venons de connaître depuis 3 ans avec l'alternance pacifique. Nous devons arriver à 2023 et l'actuel chef de l'État, pour avoir échoué, accepte humblement de ne même pas poser sa candidature, parce qu'il va échouer. Donc, il ne dépose même pas sa candidature. Il va échouer. Sinon, s'il persiste, il dépose, à ce moment-là, le peuple va le sanctionner sévèrement. Et lui, et tous ceux qui vont venir avec son nom. Mais sur ce chapitre, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'actuel régime? L'actuel régime, une insouciance totale à la Constitution, un coup d'État institutionnel, un forcing et une illégalité dans le placement des acolytes. Et ça, c'est tout ce qui a détruit notre République. Honorable Tamboué, on parle processus électoral. C'est vrai que vous attribuez tort aujourd'hui à tout ce que vous décriez à l'actuel régime. Mais s'il faut parler, un petit retour, parce qu'on dit qu'il faut mieux sauter, mieux reculer pour mieux sauter. Il faut reculer pour mieux sauter, allais-je dire. Vous avez échoué en 2023. 2026. En 2018, pardon. Vous avez échoué aux élections, à la présidence. En 2023, nous allons revenir parce que le peuple a compris que nous avons été corrigés. Mais est-ce que vous avez déjà corrigé? Est-ce que vous vous êtes rendu compte pourquoi vous avez échoué en 2018? Effectivement, si vous voyez Tamboué rester PPRD, il n'a pas accepté d'être débauché avec de l'argent qui venait en carton et tout. Et il a accepté de rester pauvre et de se battre pour ce peuple. C'est parce que j'ai compris que les souverains... Pas nécessairement, pas seulement les chefs de Chadari, mais les débauchages, supporter les camps Kabila, malgré les débauchages sous pompe qui a été fait en 2020.
Pourquoi? C'est parce que nous sommes conscients que nous nous sommes amendés. Le peuple avait reproché à Kabila d'être entouré de bureaucrates et des aristocrates. Et ça, Kabila les a laissés partir l'un après l'autre. Ils sont partis tous à la mangeoire. Aujourd'hui, Kabila a récupéré la jeunesse et l'énergie fervente des gens qui partagent la misère de la population. Moi, j'ai vu avec les petits peuples. Nous mangeons au marché les chikwang, les kwang. C'est ce que nous mangeons chaque jour avec les Thompson. Et nous qui vivons ça, nous avons besoin d'avoir une république qui marche dans la voie démocratique où ce sont ceux qui sont élus qui gouvernent réellement. Et pour ça, j'ai accepté de rester au FCC. Et le FCC, dans sa configuration actuelle, sa configuration aujourd'hui, il est constitué majoritairement de jeunes consciencieux de la réalité sociale de la population et conscients de l'importance de travailler pour la population pour ne plus être sanctionné. Voilà. L'un de vous a dit que si vous avez échoué en 2018 à la présidence, c'est parce que les choix étaient mal opérés. Non. Si on revient sur le choix qui a été fait en 2018, il faut seulement dire que nous n'avions pas parmi les gens à choisir des gens qui étaient crédibles à l'opinion plus que celui qui a été choisi. Tout le monde avait les prétentions, mais il n'y avait pas mieux que celui qui a été choisi. Mais tous ceux qui devraient être choisis allaient subir la même sanction parce que nous avons terni notre image. Nous avons sacrifié Kabila ici, devant l'opinion, alors que ce sont ses collaborateurs qui étaient malsains. Ce n'était pas Kabila en soi. Kabila nous a amené les boulevards à 4 bandes, aujourd'hui personne n'en parle. Kabila nous a amené les musées où vous avez vu le roi venir jeter tout notre patrimoine historique là. C'est grâce à Kabila, mais personne n'en parle. Mais Kabila a effacé la dette de Mobutu de 32 ans de règne. Kabila n'a pas laissé des dettes. C'est des grandes actions pour un homme politique. Mais ça, on n'a pas su vendre ça. Or, qu'est-ce qu'on a vendu? Détournement de Bukangalozo. Qu'est-ce qu'on a vendu? C'est détournement de l'argent de la SNEL. Qu'est-ce qu'on a vendu? Et c'est cette image que la population est restée. Ce sont les atrocités commises par les éléments de la police ici et qu'on nous disait Kabila a tué, Kabila a tué, Kabila a tué. Et ça, nous n'avons pas su défendre. Aujourd'hui, on tue. Il y a des journalistes qui meurent. Il y a des juges qui meurent, Raphaël Yanyemo au procès Kamer, il y a des généraux qui meurent, comme l'autre général qui a été trouvé mort chez lui ici, comment il s'appelle, Daïfin. Il y a des gens qui meurent, mais on ne sait plus les attribuer à quelqu'un. Aujourd'hui, on ne sait plus les attribuer à quelqu'un. Mais à l'époque de Kabila, tout mort est attribué à Kabila. Aujourd'hui, on tue à l'Est. Chaque jour, malgré l'état de siège, on tue. Malgré l'état de siège, les M23 même parvenus à récupérer un territoire géré par un militaire. C'est grave. L'administration militaire qui gère tous les territoires du Nord Kivu et de l'Ituri, et cette administration militaire a échoué, et les M23 s'est arrangé pour prendre une portion de notre territoire. Et actuellement, là, les M23 est au Congo en train de faire face à nos vaillants combattants. Et ça, personne n'en parle. Si c'est dans le peuple de Kabila, non, ce sont les gens de Kabila, Kabila est rwandais, c'est lui qui fait ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est l'ami, frère du président de la République qui nous fait la guerre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est courageux pour dire ça? Et dire au président, le président, vous avez dit que non, vous avez préféré les ponts plutôt que des murs. Et les murs, et ces ponts-là nous ont amené les M23. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais aujourd'hui, honorable Paul Kagame l'a dit qu'il est 50% congolais, son papa est Lokele, donc c'est un demi-congolais, s'il faut le dire, il a lui-même dit. Non, le langage demi-congolais, il est sociologique. Notre constitution, à l'article 10, est claire. La nationalité congolaise est une et exclusive. Donc, même si Kagame pouvait prétendre à la nationalité congolaise, pour des raisons de biographie, pour se justifier, mais quand vous regardez le fait seulement qu'il ait acquis ou préféré la nationalité rwandaise, il a automatiquement renoncé à la nationalité congolaise. Et on ne peut même pas parler de demi ou moitié, tout ça. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? C'est que plus de 80% de travailleurs à la présidence
ont la double nationalité et on tolère cet argument du fait qu'il y ait des Congolais binationaux. Or, c'est contre la Constitution. Ce qui est grave, c'est que ça se passe autour de celui qui est le garant du respect de cette Constitution. Mais vous ne voyez pas qu'honorable aujourd'hui, la réaction de Paul Kagame, c'est par rapport peut-être au ton qu'a utilisé les chefs de l'État à Brazzaville, qui pourrait nécessiter peut-être une lueur d'espoir dans l'avenir sur le plan sécuritaire ou la situation sécuritaire dans l'Est. Bon, moi, je ne veux pas prophétiser le malheur. Mais est-ce que ça a changé par rapport au temps qu'il a utilisé les jours où il a instauré l'état de siège? Et qu'est-ce qu'on a récolté 7 mois après? L'état de siège, il n'y a pas mieux que ça, hein, je vous apprends. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a plus une formule magique à part ça. On a fait la mutualisation. Vous avez les échos de la mutualisation? Nous avons eu une brigade d'intervention à l'époque de Kabila. Ça a donné des résultats. Nous avons eu une opération conjointe. Aujourd'hui, on ne parle plus d'FDL. On vient d'en parler. On a fait presque 2, 3, 4 ans. On n'entendait plus parler d'FDL. Aujourd'hui, on commence à en parler. Malgré que c'est parce qu'il y a des ponts ou c'est parce qu'il y a l'état de siège. Alors, comprenez et pesez le temps que vous appelez temps. Honorable Tamboué, sûrement on arrive presque à la fin de cet entretien, mais nous n'allons pas passer outre l'appareil judiciaire de notre pays. Aujourd'hui, comment vous jugez le fonctionnement de la justice, hormis tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, et quand on voit les 30 milliards, les rapports de l'UGF, 30 milliards détournés à la GECAMIN, je ne sais pas moi combien multiplié par rapport au budget actuel et à l'ancien budget du pays, volatilisé par les Congolais, cela ne vous laisse sans mots. Bon, moi, depuis que je suis en politique, je commence à me méfier des chiffres. Parce que j'ai entendu, dans un procès public diffusé à la RTNC, Vital Kamerhe posait la question de savoir, il a détourné combien? On ne lui a jamais répondu. Il a été condamné, il est en voie d'être innocenté, et lui et sa compagnie, je ne connais pas. J'ai entendu les médias ici nous dire que Willy Bakongo a été attrapé à Brazzaville toujours avec des millions. J'ai entendu un procès, je n'ai pas vu. Donc je commence à me méfier des chiffres, surtout des Jules Alinguetti, que les gens crédibilisent parce qu'on n'était pas habitué à voir des agents de l'inspection générale très médiatiques comme l'actuel, mais que personne n'ignore que c'est l'ancien conseiller d'Agacia, celui qui est à la base du détournement de 15 millions. Qui ignore ça? Donc c'est du théâtre. Alors, moi, les juges verrez, Jules Alinguetti, enquêter sur les 1200 dépassements à la présidence, ou les 10 000% de dépassements à la présidence, et nous dire où vont ces chiffres. Les juges verraient, parce que c'est un service d'appoint à la présidence. C'est d'abord là-bas. Et puis après, dans les régies financières, qu'on nous dise il y a eu augmentation des recettes parce que l'IGF contrôle. C'est ce qu'on m'a appris. Mais où va cet argent alors qu'il y a la grève à l'UNIKIN? Où va cet argent alors que les fonctionnaires ne sont pas mieux payés? Où va cet argent alors que dans tous les secteurs, à l'ONATA, à la RVA, il y a grogne sociale? Mais alors, on tend même à voir les Congo Airways en faillite. Non, cet argent-là va où? Parce que les routes, aucune route n'est construite à ce jour. Aucun bâtiment n'est construit. À l'époque de Kabila, les bâtiments ont été construits. J'ai été donné le nom de bâtiment d'administration où il y a le ministère de l'Intérieur. Vous avez les musées. Vous avez l'hôtel du gouvernement sur les boulevards. On peut en citer nombreusement à travers le pays. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a construit? Alors, les chiffres là, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et pour ça, vous voyez le vote à l'Assemblée nationale. 20 personnes ont participé, on vous dit que non, le vote c'est 350. Donc, celui qui connaît le secret des chiffres, c'est celui qui vous dit sur les micros et devant les caméras. Par conséquent, ne vous fiez pas à ça. Si ces rapports étaient crédibles, pourquoi ils ne les mettent pas à la place publique? Pourquoi ils ne les publient pas? Pourquoi? Ça reste seulement, il vient avec un morceau de papier, il vous dicte. Et les chiffres, comme au Congo, les gens sont fous des chiffres, alors ils s'enfolent. Et c'est ça, le régime nous habitue à la diversion médiatique. Et ça, les peuples congolais doivent devenir de plus en plus mûrs pour dire, mais oui, chaque jour, on a détourné, on a détourné.
Kabila, quand il est venu ici, il n'avait trouvé que 3 provinces pour diriger en 2001. C'était 3 provinces, Kinshasa, Congo et Bandundu. Tout le reste était occupé. Il a réussi à faire. Donc le président Tshisekedi a hérité d'un État. Alors Kabila, à l'époque, n'avait hérité que d'une portion d'une république. Mais il en a fait un État qu'il a cédé avec des institutions, sans dette, avec des élections organisées par de manière souveraine, par l'État lui-même. Et tout ça, vous mettez ça où? On a détourné, on a détourné, on a détourné. Mais quand on a détourné, tu les élus. Kinshasa sans trou. Regardez ici à Limité. Regardez le boulevard tel qu'il est devenu. Entrez ici, poids lourd, regardez ces bijoux construits par le Japon. Il est en train d'être détruit. Mais je vous dis, alors tout ça, ça va où? On nous dit que 300 milliards, 400 milliards. La guerre des chiffres, c'est une consommation médiatique. Qu'on arrête ça. Les peuples en a marre. Il a besoin de l'amélioration de son social avec ce qu'on produit maintenant. Quelqu'un a dit, l'important n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de vous-même de ce qu'on a fait de vous. Ici, il y a des gens qui veulent se faire aura de l'IGF, se faire aura de, je ne sais, pro-Fachi ou c'est pas Fachifil ou tout ça, mais ce n'est pas ça l'important, c'est les conséquences de ça dans la vie. Le chef de l'État, comme a dit, malgré tous les contrôles, l'argent ne rentre pas dans les comptes du Trésor. En quoi c'est que nous puissions chaque fois nous envahir avec des chiffres dans les médias? C'est déjà une procédure amorcée. Les procédures, on en a. Aujourd'hui, Matata est à sa 4e procédure. Vital Kamerhe est à la 4e. Willy Bakong, il est même acquitté. Et les gens de l'OVD ici et tout ça, Safrica, c'est tout ça, ils sont partis où? Les DG de la Robank, ils sont partis où avec l'argent de l'État congolais? Est-ce qu'on arrive à venir ici pour vous dire, bon voilà, le premier procès a donné ceci, le deuxième a donné ceci? On ira jusqu'à 282 procès et les conséquences seront toujours inutiles. La population sera distraite, gravée devant les télés, mais la fin à l'intérieur, on n'a pas l'argent des loyers. Le dernier sujet que nous allons aborder, honorable, sur l'arrivée du roi Philippe, roi belge en RDC, c'est également bénéfique pour nous, honorable. Il a demandé pardon, un pardon sincère au peuple congolais au regard de tout ce qui a eu lieu entre la Belgique et la RDC. C'est quand même un pardon sincère. Vous êtes en face d'un petit-fils de Joseph Okiton, président du Sénat d'intérim, tué par la Belgique au même moment que Patrice Emery Lumumba, et Paul Maurice, général des forces armées ou chef d'état-major des forces publiques à l'époque. Est-ce que je peux être content d'être en face du descendant des assassins de mes parents? Qui a demandé pardon? Vous l'avez dit ici. C'est pardon, oui. S'il était sincère, il devrait être complet. S'il était sincère. Qu'on commence par, je prends seulement ça l'exemple. Le patrimoine historique qu'on a remis à la RDC. Vous connaissez combien ça a généré comme recette pendant 124 ans à Belgique? Vous connaissez combien? Moi, je suis allé, à l'époque où c'était encore au musée royal, j'ai visité ce patrimoine. À l'époque où ça devient musée d'Afrique centrale, je l'ai visité également, en payant. Et imaginez-vous ça, ce tourisme-là, qui payait pour visiter, ça pendant plus d'un siècle et demi. Les mémorandums d'accord ont été signés, peut-être ils vont nous les retrouver. Non, il fallait commencer par nous rembourser les recettes générées pour permettre à ce que nous puissions avoir des meilleures conditions de conservation et d'amélioration des conditions de ceux dont les ancêtres avaient fabriqué ces œuvres. Et à ce moment-là, on vient nous remettre et le pardon devient sincère. On vous parle de la remise d'une dent de Patrice Emery Lumumba. En droit, on appelle ça indice sérieux de culpabilité. Quand les gens ont été assassinés et qu'on te trouve avec un élément de du corps de l'assassiné, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc la Belgique, ça avoue avoir tué 3 de nos chefs d'institution. Les chefs des corps. Chefs de corps. Et vous vous rendez compte, on nous remet comme ça et ça devient une cérémonie. Et nous, au Congo, on s'est même permis de déplacer la statue de Patrice Emery Lumumba. C'est contre notre volonté, la volonté de la population congolaise. On ne sait pas, on veut effacer la mémoire historique comme ça, de manière banale. Et pour moi, c'est une visite inutile. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'à Kinshasa, c'était une étape, la vraie étape est à l'est. J'aurais bien voulu que le roi belge
aille visiter les lieux de naissance de Joseph Okito, de Patrice Emery Lumumba et de Paul Maurice à Inongo, à Kananga Lusambu pour Joseph Okito, et puis à Katakokombe à Onaloa pour Emery Patrice Lumumba. Mais ça, ils ne le font pas. Ils vont à l'Est, oui, pour voir les femmes victimes, mais pas nécessairement ça, parce que c'est là qu'il y a la porte d'entrée et de sortie des minéraux de leurs anciennes colonies qui sont Congo, Rwanda, Burundi. Mais la Belgique a accepté aujourd'hui... Qui là est là-bas, qui indique au Rwanda la limite de ces pays. Ce sont eux qui nous ont donné ces limites-là. Eux, les Belges. Qui osent au moins ce point-là, en arrivant là-bas, qui indiquent que non, le Rwanda, ta limite que moi je t'avais donnée, c'est ici. Ou Burundi, la limite que je t'avais donnée, c'est ici. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus la guerre d'agression à l'est du pays. Et le soutien de la Belgique sur le plan sécuritaire, développement, finance, ne vaut rien. Je sais que c'est un soutien qui ne ressemble pas à l'arrivée des parachutes belges le 14 juillet 1960 à Matadi. C'est un soutien qui ne ressemble pas à l'invasion de la Belgique et d'Elisabethville le 16 juillet 1960. Et donc, ce soutien-là, il est protocolé uniquement pour protéger leurs intérêts économiques encore visibles ici au Congo. Ça n'a rien à voir. C'est ce que le peuple congolais peut retenir de la visite du... Exactement, c'est une distraction. Une distraction. Ouais. On ne peut pas accueillir en pop un roi colon. Vous avez déjà vu notre chef d'État accueilli par les Belges en Belgique? Vous l'avez déjà vu? On va vous envoyer 2 sirènes aux motocyclistes avec une limousine et c'est fini. C'est tout. Ici, c'est des partis politiques. Et vous prenez les institutions. On a appelé les députés entrer dans un bus comme des élèves. Et puis en rang, comme quand j'étais encore à l'école maternelle, aller recevoir la communion de l'abbé roi belge. Non, c'est pas normal. On arrive sûrement à la fin de cet entretien honorable. Vous êtes du PPRD, vous êtes de l'opposition, vous êtes du FCC. Devant cette caméra, quel message avez-vous? D'abord, au chef de l'État, parce que c'est lui le garant des institutions, des bons fonctionnements même des institutions, mais aussi au peuple congolais. Merci. Le président de la République, nous sommes de la famille politique qui avons été le premier à reconnaître votre élection et qui la reconnaissons jusqu'à ce jour. Vous devez être attentif à la voix sage que nous donnons. Aujourd'hui, en démocratie, il existe un principe dans les grandes démocraties qu'on appelle le principe de la minorité éclairée. La voix de la minorité, lorsque celle-là est plus pratique, est plus sage et est plus intelligente, on l'écoute. Et en tant que chef de l'État, vous devez l'écouter. Le processus électoral est biaisé. Il faut l'arrêter. Il faut d'abord trouver un consensus. La patrie est en danger. N'allez pas seul. Il faut vous mobiliser des efforts du concours de tous les fils de ces pays qui ont quelque chose à vous dire ou à vous donner en tant que comme concours. Et ça, ne considérez pas que le contrôle des institutions que vous avez vous donne le pouvoir de tout faire en ignorant les autres. Que votre entourage ne vous prenne pas en otage parce que vous êtes le chef d'État pour tous les citoyens congolais. Ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Et vous savez, les plus grands conseillers sont ceux qui sont de l'opposition, pas ceux qui sont avec vous. Parce qu'autour de vous, il n'y a que des gens qui veulent leurs intérêts derrière vous et non votre intérêt derrière eux. Et ça, je vous donne ce que moi je peux tirer de la présidence de Joseph Kabila. Tous ceux qui étaient avec lui, qui ont joui le plus haut moment de Kabila, ils ont traversé. Ou ils sont dans le silence, ils l'ont rejeté. Kabila est seul, il y subit seul. L'injure publique, c'est Kabila seul. Alors que les caciques, ils sont chacun en train de vivre des moyens qu'ils ont eus lorsque Kabila était au pouvoir. Ceux qui ont des moyens aujourd'hui, ceux qui détournent Antilé, ceux qui détournent Kinshasa sans trop, ceux qui détournent tous les projets sans jour. Projets sans jour, il n'y avait pas que les préfabriqués, il y avait des soutes-moutons, il y avait plusieurs autres. Il y a eu des détournements là-bas. Il n'y a pas eu de procès. Tous ceux-là vont continuer à vivre de leurs détournements, même après vous. Et vous qui avez un parent qui a été récité et cité dans les combats politiques de ces pays, vous devez l'honorer. L'honorer comment? En faisant de cette république une république réellement démocratique à tout instant. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et au peuple congolais? Au peuple congolais, soyez davantage mature, soyez davantage mûrs,
pour que vous puissiez barrer la route à toute dérive, dénoncer et résister. Résister contre tout dérapage du pouvoir ou même de nous opposants si nous dérapons, parce que la nation nous appartient. La nation ne doit pas être prise en otage par qui que ce soit. Un groupe de gens, soit-il nouveau au pouvoir ou ancien au pouvoir. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes passagers sur cette terre et que les générations futures doivent hériter. Regardez ce qui s'est fait en Ukraine. Un peuple a pris conscience que sa nation ne peut pas être colonisée. Et tout le monde, des volontaires surtout, résiste. Ils ont réussi à sauver la capitale. Et nous sommes capables de sauver toute la République devant n'importe quelle menace. À l'est, à l'ouest, au sud, au nord, nous pouvons. Et nous sommes très engagés. Et ce que nous avons comme amour de la patrie, nous devons l'exprimer à chaque instant également. Honorable André Tamboué, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation et surtout à nos préoccupations. Merci encore une fois à votre plateau de m'avoir réservé un accueil digne de ses rangs. Chers fidèles téléspectateurs, merci à vous également de nous avoir suivis. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.